Du coup, aujourd'hui, on va parler de l'analyse du... Je vais juste essayer de le mettre en plein écran. Du coup, aujourd'hui, on va parler de l'analyse d'urine. C'était un sujet pas super sexy, comme j'ai dit dans la conversation. Après, c'est hyper intéressant comme examen, quand même, je trouve, même en urgence. Et peut-être peut-être pas surtout en urgence, mais en tout cas, en urgence, ça a quand même une place qui est assez importante et qui est vraiment pas à délaisser. Donc, on va parler un peu plus en détail aujourd'hui de l'analyse d'urine. Dans quel cas la faire, quelles informations elle peut nous apporter. Et voilà. On va commencer du coup par reparler un petit peu de physiologie urinaire, pas dans le détail précis, mais juste des généralités. Donc, ce sera globalement des rappels de choses que je pense que la plupart d'entre nous on a vues à l'école. Mais c'est vrai que quand ça commence à faire un petit moment, on a tendance à peut-être oublier. Donc, c'est important pour la compréhension de l'intérêt de l'analyse d'urine et des éventuelles anomalies pour pouvoir les interpréter correctement. Euh, dans quel cas c'est intéressant de la faire en urgence, comment on va prélever les urines et comment ça aura un impact sur notre analyse et comment interpréter en fonction de notre méthode de prélèvement. Et enfin, l'analyse d'urine en elle-même, donc le déroulé et les anomalies qu'on peut observer, leur implication clinique. Pour commencer, donc quelques notions de physio-urinaire. L'appareil urinaire est composé des reins, des uretères, de la vessie et de l'urètre, dont le but, c'est en particulier et principalement la filtration, la fabrication et l'excrétion des urines. Les reins sont des organes qui sont situés dans l'espace rétropéritonéal, donc pas dans l'abdomen, mais vraiment contre enfin, dans l'espace rétro-péritonéal et très dorsal. C'est des organes qui sont en forme de haricot et qui sont contenus dans une capsule qui est relativement pas, pardon, elle est assez peu flexible, la capsule du rein. Le rein est composé donc du cortex et de la médulla et il va recevoir le fer vascularisation à partir de l'artère rénale qui va ensuite bifurquer dans le rein et il va aussi recevoir des nerfs euh, qui vont rentrer au niveau du rein, au niveau de l'île rénale. Au niveau du rein, on parle de sinus rénal, c'est toute la partie qui va collecter les urines et qui va sortir au niveau de la partie proximale de l'urtère. Les reins, leur unité fonctionnelle, ce sera le néphron, et c'est les néphrons qui vont permettre la fabrication des urines et l'adaptation, enfin, en tout cas la modification des urines pour pouvoir maintenir une certaine homéostasie chez l'animal. Les glomérules, c'est la partie qui va permettre l'ultrafiltration et donc la fabrication pardon, de l'ultrafiltrat. L'ultrafiltrat, c'est une urine en fait qui est très diluée. Et ensuite, cet ultrafiltrat va transiter dans le tubule. Et c'est dans ce tubule qu'on va avoir différents mécanismes de réabsorption et de sécrétion pour permettre d'adapter finement la composition des urines. La majorité de l'eau qui aura été filtrée au niveau du glomérule, elle sera réabsorbée au niveau du tubule. Donc ça, c'est dans le cas d'un rein et de néphron qui fonctionne correctement. Mais la majorité de cette eau-là, normalement, sera réabsorbée, mais aussi beaucoup des éléments filtrés, donc des éléments normalement de petite taille, si le glomérule est en bonne santé, et ce sera notamment les ions NaCl, le glucose et les acides aminés. Normalement, le glomérule, c'est une passoire, entre guillemets, enfin, dans le sens où ça laisse passer certaines choses, mais ces choses-là ne doivent pas dépasser
un certain poids. Donc, c'est pour ça qu'on n'a que des petites molécules qui passent, type glucose, acide aminé. Normalement, des protéines ne sont pas censées passer si le néphron fonctionne bien. Le tubule, du coup, et l'urine, en tout cas la préurine, qui va transiter au sein du tubule, sa composition va varier plus à l'avance dans le tubule, et tout ça sera régulé finement par différents équilibres, donc notamment l'anatrémie, la pression artérielle. Il y a différentes choses qui vont jouer sur les éléments qui seront sécrétés et qui seront réabsorbés et en quelle quantité. En tout cas, sur une urine et un néphron, sur un néphron qui fonctionne bien, on est censé obtenir une urine qui est assez peu, enfin, qui a une concentration relativement précise, donc qui est assez peu diluée, qui ne contient pas de protéines et normalement qui ne contient pas de glucose non plus. Les rôles du rein, il y en a principalement trois. Ça va être un rôle d'une part de filtration et donc d'élimination des déchets métaboliques et des toxines qui sont présents dans le sang et qui vont être excrétés du coup en dehors du corps pour débarrasser le corps de ces déchets, de ces toxines. Donc un rôle de filtration. Ensuite, un rôle de régulation de la balance hydrique, électrolytique et acido-basique en adaptant la quantité et la part d'éléments qui seront sécrétés dans les urines. Et enfin, la production d'hormones qui ont une fonction dans l'érythropoïèse, la régulation calcique et la régulation de la pression artérielle. Dans quel cas faire une analyse d'urine en urgence? Quel cas en particulier? De mon point de vue, donc les cas dans lesquels je l'envisage, ce sera en particulier, donc je vois ça un peu d'une manière graduelle, entre guillemets. Il y a déjà des moments où je vais y penser avant même d'avoir reçu l'animal, quand je vois son motif de consultation ou quand je fais l'anamnèse avec les propriétaires ou au moment de mon examen clinique ou encore au moment, donc je n'aurais pas forcément fait une analyse d'urine à la base, mais il y a des anomalies au niveau de son hématobioche, au niveau de ses examens d'imagerie qui vont me faire dire, OK, cette analyse d'urine serait peut-être intéressante. Au niveau de l'anamnèse, les éléments qui nous font penser qu'une analyse d'urine serait intéressante, ce sera en cas d'animal qui présente des signes urinaires bas, c'est-à-dire une dysurie, donc une difficulté à l'émission des urines, une frangurie, une douleur à l'émission des urines ou une polacurie. Donc ça, c'est une multiplication de la fréquence d'émission sans forcément une augmentation de la quantité. Donc c'est pas forcément un animal qui fait plus pipi en quantité, mais qui fait plus souvent pipi. Une pigmenturie sera également intéressante en fonction des contextes. En cas de pigmenturie, j'ai toujours tendance à essayer de savoir si ça pourrait être un tox sous AVK, par exemple. Dans ce cas-là, bon, l'analyse d'urine peut quand même être intéressante, mais si l'intox sous AVK vient plus haut dans les causes qui peuvent être à l'origine de la pigmenturie, bon, bah, peut-être que mesures les temps de coax sont plus intéressants que l'analyse d'urine. Et enfin, en cas de PUPD ou d'incontinence, alors souvent, c'est normal, les propriétaires ont tendance à parler d'incontinence, quel que soit le signe que présente l'animal. Donc, en cas de PUPD, souvent, ils vont parler d'incontinence, alors qu'en fait, c'est une PUPD. Donc, c'est-à-dire que c'est des animaux qui, de base, sont propres et qui ont eu des accidents dans la nuit ou qui n'arrivent plus à se retenir. Donc, en fait, ils boivent davantage et ils produisent davantage d'urine. Ils sont en PUPD, ils n'arrivent simplement pas à se retenir. Et leur habitude de tenir 6 heures, ben là, ils n'y arrivent pas. Donc, c'est pas une incontinence, c'est dans ces cas-là une PUPD. L'incontinence peut vraiment essayer de savoir si l'animal est conscient au moment où il va émettre ses urines-là. Est-ce que ça lui arrive d'émettre ses urines dans son panier? Parce que généralement, au cas de PUPD, alors sauf sur des animaux qui sont relativement faibles et qui vont pas arriver à se lever pour aller faire leurs urines, mais sinon, généralement, ils vont quand même essayer de maintenir une certaine propreté. Ils vont éviter de se faire dans leur panier. Donc ça, c'est les cas où déjà dès l'anamnèse, je vais me dire qu'une analyse d'urine serait intéressante. Je ne sais pas si vous en avez d'autres, si vous avez d'autres cas où automatiquement que l'analyse serait intéressante. N'hésitez pas en tout cas à partager si c'est le cas. Au niveau des anomalies cliniques, donc il y a évidemment
les choses qu'on a dit précédemment, qui font partie de l'anamnèse, mais dont on peut se rendre compte aussi au moment de l'examen clinique, parce que les propriétaires soit s'en sont par exemple pas rendus compte, ou si les animaux peut-être ont beaucoup de poils qu'ils n'arrivent pas à voir quand ils font pipi. Donc ça sera par exemple un poil souillé autour de la région génito-urinaire, un écoulement plus ou moins continu de la zone, un animal qui se laisse particulièrement au niveau de sa zone, une odeur, une couleur anormale, voilà. Tout ce qui peut visuellement être anormal, mais que les propriétaires auraient pas forcément vu. D'autres choses, peut-être un peu moins directement liées du coup à des symptômes urinaires, ce sera un syndrome fébrile. Dans mon exploration d'un syndrome fébrile, j'ai toujours tendance à essayer, si possible, d'avoir une analyse d'urine, sauf si ça saute assez vite aux yeux l'origine de cette fièvre. Mais sinon, une analyse d'urine dans l'exploration d'un syndrome fébrile sera souvent intéressante et peut vraiment nous apporter des infos qu'on n'aurait pas autrement et qu'on peut aussi avoir très, très facilement. Et au niveau de l'examen clinique aussi en cas d'anomalie du poussée rectale, donc notamment de douleurs, surtout de douleurs, grosse prostate, je le ferai pas forcément automatiquement, mais de douleurs et de signes probablement liés à cette douleur prostatique. Dans les anomalies hématobioses, ou en tout cas des anomalies observées au cours de l'exploration, un cas vraiment où on peut pas passer à côté de l'analyse d'urine, on ne devrait pas, je pense, c'est en cas d'azothémie. C'est dans l'animal, alors même si c'est un chat, même si c'est un vieux chat, et qu'on se dit c'est forcément une MRC, enfin, voilà. En cas d'azothémie, l'analyse d'urine va vraiment nous permettre de préciser les hypothèses diagnostiques. Et notamment, il y a une grande famille qu'il faut pouvoir partager, c'est si l'azothémie est pré-rénale ou rénale post-rénale. Bon, sur un cas SUF, la question se posera pas. Euh, Quoique ça peut toujours être intéressant et généralement, on va dans tous les cas la faire. Mais pour vraiment partager et mettre en évidence une azotamie qui serait pré-rénale, que nos hypothèses ne seront pas les mêmes, le pronostic ne sera pas non plus le même. Et malheureusement, c'est vrai que des animaux azothémiques, on va avoir tendance généralement à les mettre sous perf assez vite. Et du coup, on va diluer leurs urines. Et si on fait l'analyse d'urine a posteriori, donc après 12 heures, 6 heures, même 4 heures de perf, on pourra plus interpréter la densité urinaire. Donc, c'est vraiment super important pour ces animaux avant de les mettre sous perfusion, vraiment au tout début. Bon, après, s'ils sont en choc, c'est sûr qu'on va commencer à les ramener. On va pas essayer d'avoir notre analyse d'urine en priorité. Mais en tout cas, dès que l'état de l'animal le permet, et dans l'idéal, avant de commencer la perfusion, essayer d'obtenir un échantillon urinaire, même si c'est juste quelques gouttes qu'il a fait sous lui, voilà, juste avoir une densité. Est-ce que cet animal est en IRA et a une densité élevée? Est-ce qu'il concentre ses urines? Auquel cas, l'azothémie est probablement plutôt pré-rénale. Si jamais l'animal est azothémique et déshydraté et qu'il ne concentre pas ses urines, probablement que son azothémie, du coup, est d'origine rénale. C'est normalement un animal qui est déshydraté enfin, l'animal qui est déshydraté est censé, si le terrain fonctionne bien, concentrer ses urines pour éviter de perdre davantage d'eau. S'il ne les concentre pas et qu'il est déshydraté et azothémique, on suspecterait une azothémie d'origine plutôt rénale. Dans ce cas-là, ça nous permettra d'affiner les hypothèses diagnostiques. Élodie, excuse-moi, j'avais une petite question. Isabelle, tu m'entends? Oui. Oui, j'avais une petite question pour revenir à la partie anomalie clinique. Est-ce que c'est déconnant de faire une analyse urine quand il y a des cas de vomissement vraiment importants? Moi, des fois, je le fais pour voir s'il y a une bilirubine ou pas. Non, de toute façon, je pense que c'est jamais déconnant de le faire. C'est vrai que j'ai toujours, moi, tendance à préférer, je sais pas si tu fais plus du DOM, du coup. Oui, du DOM, que du DOM. Ok. Donc, t'as pas de bilirubinémie. Tu peux pas faire une bioche avec Et ben voilà, et sur une jaune. pancréatite, par exemple, une suspicion de pancréatite, je me dis, est-ce qu'on peut pas faire grand-chose à domicile du coup pour le Oui. confirmer? Alors, Euh, ouais.
C'est sûr que c'est intéressant. Moi, c'est vrai que je bosse pas en DOM, donc du coup, j'ai souvent tendance, plutôt sur des cas comme ça, à commencer par ma bioche complète, donc avec la bilirubinémie. Mais sinon, oui, c'est clair que sans avoir une bioche complète, c'est intéressant. Ouais, non, non, c'est clairement intéressant. Ça peut être intéressant sur plein de cas, surtout quand on n'a pas tout le matériel comme on peut avoir en clinique. Après, ce sera pas sur toutes les pancréatites non plus où tu auras une hyperbilie, parce que dans ces cas, c'est quand même des. Tu parles de pancréatite de chat, surtout. Ouais, bah, sachant qu'on fait pas trop de prélèvements urinaires chez le chat, sauf si on a des Ouais. urines devant nous. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai un chien mâle, souvent, je me prive pas parce que je trouve que c'est vrai que c'est un examen simple à faire et on peut vérifier quand même pas mal de trucs. Ouais. Mais même dans l'exploration, enfin là, j'essaye de me cantonner plutôt au contexte d'urgence, mais même sur des visites plus de routine, sur des animaux qui prennent de l'âge, ça fait aussi clairement partie du bilan. Alors après, attention, parce que du coup, j'allais en parler un peu plus tard, mais sur des chiens, une bilirubinurie, sera pas C'est forcément. physiologique, ouais, sur les chiens Ouais, mâles. c'est Ouais. ça. Hmm. Donc, faut mettre en relief par rapport à la densité urinaire et à l'espèce. Donc, ouais. C'est-à-dire que si tu as une croix de Billy et une urine qui est concentrée, bon, tu ne diras pas forcément qu'il y a une Ouais, anomalie. ouais. Donc, C'est vraiment pour c'est chercher le truc ça. vraiment gros, quoi, enfin, avec très, très marqué. Ok, Mm. merci. Euh, donc, dans la poursuite d'exploration, le côté animal en insuffisance rénale. Après, les autres cas, type donc, diabète compliqué, les DAC ou les syndromes hyperglycémiques hyperosmolaires sur lesquels, du coup, on va chercher une cétonurie. Les cas d'hypoprotéinémie qui nous permettront de rechercher une origine à la perte des protéines qui peut être diverse et variée aussi dépendamment du contexte anamnésico-clinique. Est-ce que c'est quelque chose d'aigu? Est-ce que c'est quelque chose de chronique? Mais dans un cas de quelque chose de chronique avec un animal qui s'amaigrit depuis quelque temps, on va rechercher une perte de protéines, soit au niveau du tube digestif avec les entéropathies chroniques, soit au niveau des reins. Donc, ça peut être des cas où c'est intéressant si on explore une hypoprotéinémie. Et après, il y a d'autres cas, c'était quelques exemples. Et ensuite, des anomalies à l'imagerie, donc en particulier, alors après, ça se discute dans un contexte d'urgence, ça dépendra vraiment du contexte, encore une fois, anamnésico-clinique. Est-ce que l'anomalie, enfin, est-ce que la raison pour laquelle le propriétaire a amené son animal ce jour-là peut être liée du coup à la présence, par exemple, de calculs au niveau de l'aire de projection des uretères, ou est-ce que c'est, entre guillemets, sur l'aire de projection de la vessie, ou est-ce que c'est une découverte entre guillemets fortuite parce que, je ne sais pas, c'est un AVP et on avait fait des radios du bassin et on voit ça. Bon, voilà, donc, ce sera dans tous les cas pas normal d'observer ça. La question, c'est est-ce qu'on continue de l'explorer? Est-ce qu'il y a une importance à l'explorer immédiatement en urgence ou pas? De mon point de vue, ça va dépendre du coup de ce contexte-là et à discuter du coup avec les propriétaires. Les méthodes de prélèvement, donc globalement, il y en a surtout trois. Un prélèvement par mission spontanée, par sondage urinaire ou par cystosynthèse. En fonction des cas, certains seront plus invasifs, plus faciles entre guillemets que d'autres et plus ou moins indiqués. Donc notamment si on suspecte une infection urinaire et qu'on veut envoyer donc enfin, qu'on veuille envoyer ou pas un échantillon pour bactériologie, je pense que c'est quand même mieux d'obtenir son prélèvement par cystosynthèse si on n'a pas de contre-indication à le faire, sinon ça complique quand même l'interprétation même de notre cytologie. Si jamais on n'a pas le choix et qu'il faut qu'on obtienne notre prélèvement par sondage ou par émission spontanée, essayer de minimiser au maximum donc c'est de minimiser la contamination de notre prélèvement en tondant la zone. Donc ça, c'est surtout pour les chiens. Pour les chats, ben, quand on les sonde, c'est souvent parce qu'ils sont en fuite qu'on a besoin de les sonder ou c'est pas parce qu'ils sont critiques et qu'on va leur poser une sonde à l'humeur. Donc dans ces cas-là, généralement, on va respecter tout un protocole d'asepsie avec une tonte
un nettoyage, un scrub, etc. Mais même sur de la mixtion spontanée, donc soit on demande au propriétaire d'aller récolter des urines, on va toujours essayer quand même de fondre la zone autour de la zone périgénitale et scrubber, essayer de rincer, flusher la zone pour éviter que toutes les cochonneries viennent contaminer notre prélèvement et essayer de faciliter du coup son interprétation. Sinon, malheureusement, sur une cyto, par exemple, qui sera obtenue par mixtion spontanée et sur laquelle on voit des bactéries, on ne saura malheureusement pas trop quoi dire, même si le contexte est en faveur du NICU, on ne pourra pas conclure. Parce que, enfin, sauf si on voit réellement des signes d'infection avec une leucocyturie, des signes de phagocytose, voilà, des bactéries intracellulaires. Dans ces cas-là, on pourra l'interpréter. Mais sinon, juste voir des bactéries sur un prélèvement qui sera obtenu euh, par une autre méthode qu'une cytosynthèse, on ne pourra pas l'interpréter. La mixtion spontanée, je pense, est intéressante si du coup on n'a pas besoin de vraiment évaluer notre cyto microscopique, enfin plutôt notre cyto coloré. Pour une densité, ce sera largement suffisant. Et c'est vrai que parfois, par exemple, comme on disait par rapport aux animaux azothémiques, si on a un peu de pipi, hop, on le récupère et puis on le garde de côté, on voit ce qu'on en fait. Mais toujours euh, se servir du pipi si on en a, faut toujours le garder à côté de soi. Les cas où la mixtion, donc par mixtion spontanée, ça pourrait être intéressant, ça va être les cas en particulier chez les chiens mâles, où on pourra se poser la question si une pigmenturie peut être liée à une anomalie prostatique, puisque dans ces cas-là, ça sera parfois un peu frustrant. Les propriétaires vont nous dire qu'ils ont une pigmenturie, nous on prélève par cysto et les urines sont tout à fait claires, donc pas d'anomalie. Donc voilà, parfois il y a ces petits décalages et pour lesquels il faut penser que par cysto, l'urine et les choses dans l'urine, que ce soit les petits cailloux de sang ou autres, vont avoir tendance à sédimenter. Et donc, on peut avoir un prélèvement qui sera peut-être moins représentatif que ce qu'on pourrait voir en sortant. Donc, les deux peuvent être intéressants. Une cytosynthèse sera contre-indiquée dans le cas de troubles de la coagulation ou de thrombopénie, dans le cas d'une plaie au niveau de la zone ou d'une vessie qui sera très petite, puisque en dessous de la vessie, on a l'aorte qui passe et on n'est pas à l'abri de perforer l'aorte et ça peut avoir des conséquences assez désastreuses. Sinon, la cytosynthèse, c'est quand même une procédure qui, quand elle est faite avec les bonnes indications et en dehors du coup des contre-indications type thrombopénie et troubles de la coagulation, trauma et autres, il y a assez peu de risques à la réalisation d'une cystosynthèse. Sur une vessie qui serait très dilatée, on peut avoir un risque de rupture vésicale. Mais voilà, à garder en tête. Après le prélèvement, on va analyser le plus rapidement possible notre échantillon, puisque en particulier, il y a des cristaux qui peuvent avoir tendance à se former quand on va laisser les urines à décanter. Donc, on va analyser immédiatement, on va faire notre densité bandelette directement avec notre seringue. On va pas tremper la bandelette dans le pot ou dans la flaque de pipi sur la table. On va prélever avec une seringue et on va venir déposer des gouttes sur la bandelette urinaire. La cytologie, on va la faire, alors on en parlera après, soit en extemporané, soit après centrifugation. Moi, j'ai tendance à préférer toujours centrifuger parce que ça va permettre de concentrer les cellules et je trouve que c'est plus interprétable de faire une cyto sur culot. Mais dans certains cas, surtout, donc je pense que c'est les SASUF, ou peut-être on va avoir d'autres choses à faire ou autre. On fait notre prélèvement et on l'étale et on le regarde immédiatement. Comme ça, on ne prend pas le risque d'avoir des cristaux qui se forment entre-temps et du coup de regarder une lame où on ne saura pas dire si c'était là au moment du prélèvement ou est-ce que ça a été fait avec le temps. Pour un envoi externe, on va faire les urines au frigo. Donc, pour une bactériose, c'est sur un tube sec ou en fonction des labos, c'est un tube spécifique au labo. Euh, pour envoyer un tube bactériaux, on va désinfecter le tube. Moi, j'ai vraiment juste à citer un peu d'alcool. Ensuite, je me débarrasse de l'alcool.
changer, donc je mets une aiguille stérile avec laquelle je vais venir perforer le haut du tube et je vais injecter 2 à 3 millilitres d'urine. On la garde bien au frigo. Et normalement, pour une bactériologie urinaire, il faut qu'elle soit envoyée dans la journée. Plus on va attendre, moins notre bactério, elle sera interprétable. Donc, il faut qu'elle soit envoyée rapidement. Ce qui est un peu compliqué parfois nous, quand on bosse le week-end. Mais si pour la nuit ou si on fait le prélèvement, par exemple, un dimanche en fin de journée, ça peut quand même être faisable de l'envoyer le lendemain. Pour une PCR, les taux, ce sera sur tube sec et pardon, il y a un livreur. Généralement, la plupart des labos conseillent de l'associer à un prélèvement de sang sur EDTA. Donc, on envoie un tube sec de PCR sur sang et sur EDTA. L'analyse d'urine. Donc, la première étape, ce sera l'évaluation de l'aspect des urines avec l'évaluation de la couleur, de la turbidité, éventuellement de l'odeur et de la densité urinaire. La couleur normale des urines, ce sera un jaune plus ou moins pâle plus ou moins foncé en fonction de la densité, donc du niveau de concentration des urines. D'autres couleurs que le jaune pâle, jaune orangé, jaune foncé, ce sera considéré comme des couleurs anormales. Donc, quand l'urine est vraiment incolore, ça dépendra du contexte. Si on fait notre analyse d'urine sur un animal qui est sous perf depuis 12 heures et qu'il a une densité à 1,010 et une urine incolore, bon, ben, c'est normal puisqu'on l'a dilué avec notre perf. Mais s'il vient pour TUPD qu'il a des urines incolores, bon, ben, voilà, on sait que c'est pas normal. Les couleurs marron noir, marron, rouge et laiteux, c'est aussi des couleurs qui sont anormales. En cas de pigmenturie, le plus souvent, c'est le chien et le chat. Ce sera une hématurie, une hémoglobinurie ou une bilirubinurie. On verra après pour faire la différence entre ces différents pigmenturies. Mais ça passera par la centrifugation des urines pour faire la dichotomie entre hématurie, hémoglobinurie et myoglobinurie. Et pour la bilirubinurie, ce sera la bandelette qui nous permettra de nous en rendre compte. Ensuite, on va évaluer l'aspect et la turbidité des urines. On pourra les qualifier de transparentes, troubles ou éventuellement décrire des éléments en suspension. Généralement, en cas d'urine trouble, c'est des animaux, en cas de pyurie, d'hématurie, de cristallurie ou de bifidurie. Là, assez souvent, ce sera la suite de notre analyse et la cytologie qui nous permettra de faire la différence entre ces différents éléments. C'est pas toujours anormal, donc notamment une lipidurie, c'est le chat, on en voit assez souvent de manière physiologique. Bon, l'odeur, ça dépendra du type d'odeur. Il y a des odeurs qui sont plus ou moins normales en fonction du degré de concentration des urines, donc elle évalue en fonction de la densité puis du type d'odeur. La densité, elle sera évaluée au réfractomètre, surtout pas avec la bandelette urinaire. On lit même pas la plage densité. On utilise des bandelettes d'humaine, donc je sais même pas si en humaine, je pense qu'en humaine ils font aussi au réfracto. Je suis pas sûre, mais en tout cas, voilà, nous on l'interprète et on la fait au réfractomètre. La densité urinaire normale chez un animal donc, qui n'est pas sous perfusion, ce sera supérieur à 1,030 chez le chien et supérieur à 1,035 chez le chat. Sachant que cette valeur-là peut varier même chez chez un même animal en fonction du temps. Elle peut varier en fonction de son alimentation. Il y a plein de choses qui peuvent faire varier cette densité urinaire. On parle d'isosténurie pour une densité qui est comprise entre 1,008 et 1,012. Et on a une zone douteuse entre 1,013 et 1,030 chez le chien et 1,035 chez le chat. Donc là, c'est une zone où on ne sait pas, éventuellement, l'animal peut être en bonne santé, mais ça permet pas d'exclure une atteinte rénale. Donc, dans ces cas-là, c'est vraiment évalué en fonction du contexte clinique et éventuellement à réévaluer plus tard. Encore une fois, en fonction du contexte anamnésico-clinique et de l'état de l'animal. On parle d'hyposténurie quand la densité est en dessous de 1,008. Donc, dans ces cas-là,
les reins ont dilué davantage. Donc, en fait, cette borne de 1,008, 1,012, c'est à mettre en concordance avec l'ultrafiltrat dont on a parlé au départ. Donc, au départ, il y a le glomérule qui va produire cet ultrafiltrat d'urine. Et cet ultrafiltrat aura une densité comprise entre 1,008 et 1,012. Du coup, si cette densité, si la densité finale, donc la densité que nous, on mesure après notre prélèvement, si cette densité elle est en dessous de 1,008, ça veut dire que le rein a davantage filtré ses urines par rapport à l'ultrafiltrat. Donc, c'est-à-dire que le rein, globalement, fonctionne bien, sauf exception, où on peut avoir un rein qui fonctionne mal et des urines hyposténuriques, mais généralement, en cas d'urine hyposténurique, le problème ne vient pas des reins, ça vient d'ailleurs. Ce sera par exemple des symptomates, bon, pas le plus souvent, mais voilà, ce sera des PUPD à faire plutôt avec une origine neuro ou autre. Ensuite, la deuxième étape, donc la bandelette urinaire. On va déposer, donc on aura notre prélèvement dans notre seringue, on va déposer des gouttes sur chacune de ces plages. On évite de toucher les carrés puisque c'est une réaction physique qui fait aussi intervenir, enfin, notre pH va modifier la réaction de la bandelette. Et du coup, si on touche notre bandelette avec nos doigts, notre bandelette ne sera pas interprétable. Donc, on ne touche pas les carrés, on vient juste déposer les gouttes sur la bandelette et on va lire immédiatement. Soit on va considérer le résultat comme négatif ou positif et en fonction, on va grader en plus ou en quantité. Par rapport à la plage blood ou hémoglobine, si elle est positive, la première question qu'on va se poser, c'est notre méthode de prélèvement. Est-ce que notre méthode de prélèvement pourrait expliquer une, euh, une hémoglobinurie ou du sang, enfin, ou une hématurie? Et ça, donc, ce sera le cas particulièrement en cas de cystosynthèse. On peut avoir des traces de sang liées à notre cystosynthèse. On va aussi regarder la proportion. Donc, c'est-à-dire qu'en cas de cytosynthèse, généralement, on ne va pas avoir 4 croix de sang. On peut avoir des traces, mais on ne va pas avoir une hématurie macroscopique. Généralement, ça va être une hématurie microscopique. Donc, on va regarder cette proportion. Est-ce qu'elle est microscopique, macroscopique? Et aussi, on va la mettre en lumière par rapport à la densité urinaire. Donc, une croix, bah, 3 croix, 3 croix de sang sur des urines qui sont très diluées, ça ne voudra pas dire la même chose que de 3 croix de sang sur une urine qui est très concentrée. Ensuite, donc si on a passé ces différentes étapes, qu'on considère que notre résultat est anormal malgré le contexte, donc l'hématurie ou l'hémoglobinurie n'est pas liée à notre prélèvement, que voilà, c'est quelque chose qui est anormal, on va chercher à distinguer l'hématurie d'une hémoglobinurie et d'une myoglobinurie. L'hématurie, ce sera la présence de globules rouges dans l'urine. L'hémoglobinurie, ce sera la présence d'hémoglobine dans les urines. Et la myoglobinurie, la présence de myoglobine dans les urines. Donc, en cas d'hématurie, c'est des cellules qui sont présentes dans notre échantillon. Du coup, si on centrifuge, ces cellules, elles sont plus lourdes, elles vont venir sédimenter. Et donc, la première étape, ce sera de centrifuger. Et si après avoir centrifugé, notre culot est clair, et que notre surnageant est clair et notre culot du coup est rouge, ça veut dire que du coup c'était une hématurie qu'on confirmera à la cytologie. Si par contre après centrifugation on n'a pas de culot ou alors éventuellement on peut avoir un petit culot mais qu'on a un surnageant qui est de la même couleur qu'avant centrifugation, dans ces cas-là c'est qu'il n'y a pas d'hématurie ou en tout cas il n'y a pas qu'une hématurie et il y a plutôt une hémoglobinurie ou une myoglobinurie. Le culot est dans ce cas-là, on va confirmer à la cytologie. Donc, l'hémoglobinurie est bien plus fréquente que la myoglobinurie, qui est vraiment rare. Euh, pour, euh, euh, pour parler d'hémoglobinurie, donc on va y aller par 3 étapes, 4 étapes. La première étape, donc, ça va être des urines qui seront de couleur anormale, la plage d'hémoglobine blood qui sera positive. Après centrifugation, on va avoir un surnageant qui sera coloré.
Et la dernière étape, ce sera la cytologie. La cytologie, on n'aura pas de globules rouges, donc pas d'hématuries. Les, les, les hypothèses diagnostiques ne seront pas les mêmes entre une hématurie, une hémoglobinurie ou une myoglobinurie. Une hématurie, donc comme on disait, il y a assez souvent des cas iatrogènes avec notre prélèvement ou éventuellement un traumatisme. Donc ça arrive souvent qu'on voit des cas parasitistes qui ont une hématurie et c'est simplement un saignement ou un hématome vésical. En cas de trouble de la coagulation ou en fin d'anomalies génito-urinaires, ICU, cystite, prostatite, calcul tumour. L'hémoglobinurie, la première question à se poser, parce que généralement une hémoglobinurie va être le reflet d'une hémoglobinémie et donc d'une hémolyse. À savoir qu'on peut nous-mêmes entraîner une hémolyse en fonction de notre prélèvement. Donc, c'est à mettre en lumière avant d'aller chercher une hémolyse, à mettre en lumière par rapport au prélèvement et la manière dont ça a été fait le prélèvement. Est-ce que c'est un prélèvement traumatique? Donc, est-ce que la prise de sang a été musclée dans ces cas-là? Rien qu'à notre prélèvement, il a pu y avoir des listes de globules rouges et donc cette hémoglobinémie. D'autres cas, ce sera sans forcément que la prise de sang soit musclée, mais si on a utilisé une petite aiguille, une petite seringue, qu'on a fait attendre notre prélèvement, voilà, il y a différentes choses avant de conclure à une hémoglobinurie vraie. Si on conclut à une hémoglobinurie vraie, dans ces cas, c'est probablement qu'il y a une hémolyse. Donc, on va rechercher une hémoglobinémie. Ça, c'est après centrifugation de notre sang sur plasma, tout simple. On aura un surnageant qui sera coloré, qui sera rouge. Et en cas d'hémolyse, on aura du coup une anémie qui sera liée. Si on a exclu l'hématurie et l'hémoglobinurie, on fera comme ça une myoglobinurie qui est beaucoup plus rare que les deux précédentes et qui est le signe d'une mise des cellules musculaires. Tout ça, ce sera à mettre en, en lien avec un contexte, encore une fois, anamnésico-clinique et va réfléchir vraiment par rapport aux signes initiaux et au reste des résultats des examens. La place bilirubine. Donc, la première question à se poser si elle est positive, c'est espèce et sexe. Donc, comme on disait, chez le chien, et en particulier chez le chien mâle, mais c'est la femelle, on peut aussi l'avoir, mais c'est vrai que souvent, on voit plutôt chez le mâle. On peut avoir une bilirubinurie physiologique. Généralement, ce sera quand même une bilirubinurie modérée, donc des traces ou une croix et qui sera aussi à mettre en relief par rapport à la densité urinaire. Donc, sur des urines très concentrées, on peut avoir une bilirubinurie. Par contre, sur des urines très diluées, malgré le fait que ce soit un chien, il faudra quand même se poser la question, même s'il y a une petite quantité, est-ce que c'est normal ou pas? Dans ces cas-là, c'est toujours intéressant de mesurer la bilirubinémie si on considère qu'elle est anormale ou si on suspecte qu'elle est anormale. Les causes fréquentes de bilirubinurie et de bilirubinémie, ce sera une hémolyse, une hépatopathie ou une maladie des voies biliaires. Une cétonurie, ce sera toujours anormal, dans la limite de l'interprétabilité de notre bandelette. Si on n'a pas touché la bandelette avec nos doigts, on considérera toujours une cétonurie anormale. La première question à se poser, c'est est-ce que l'animal a une clinique évocatrice une acidocétose? Et c'est en ça aussi que, en DOM, je pense que c'est intéressant pour vous parce que vous pouvez avoir un animal qui est en DAC et vous pouvez peut-être être assez limité sur les examens et avoir une hyperglycémie qui n'est pas forcément énorme, et à se demander si vraiment c'est un diabète ou pas. Du coup, dans ces cas-là, c'est vraiment intéressant de pouvoir faire l'analyse d'urine. C'est des infos qui sont à une portée qui est facile à faire et avec laquelle on peut avoir des résultats rapidement et vraiment intéressants. On n'a pas une clinique évocatrice d'une acidocétose et donc d'un contexte de diabète. On pourra se poser la question de savoir si c'est simplement lié au jeûne prolongé, puisque même, enfin, de la même manière qu'en cas de diabète, où bon, la différence c'est que c'est un problème d'insuline qui ne permet pas l'utilisation du glucose. En cas de jeûne prolongé, on n'aura pas suffisamment d'apport
Donc, l'animal va bien avoir besoin d'aller chercher son énergie ailleurs et c'est pour ça qu'on va avoir un catabolisme euh, des, des lipides et donc une production de corps cétonique. Donc, un animal qui est en jeûne prolongé et qui n'a pas une clinique qui est évocatrice d'un diabète compliqué, généralement, on n'ira pas chercher plus loin et on mettra ça simplement sur le dos du jeûne. Une glucosurie sera aussi toujours anormale. La première étape, ce sera de la confronter avec la glycémie. En cas d'hyperglycémie, ça pourrait être simplement une glucosurie physiologique avec une hyperglycémie de stress et donc une glucosurie aussi liée à cette hyperglycémie. Ou bien une hyperglycémie pathologique, donc diabète sucré le plus souvent, ou hypercorticisme ou phéochromocytome chromocytose, phéochromocytome chez ça. En cas d'absence d'hyperglycémie, donc de glucosurie sans hyperglycémie, ça nous évoquera une atteinte tubulaire rénale, parce que c'est normal en fait qu'il y ait du glucose dans les urines. Euh, Comme on disait tout à l'heure, l'ultrafiltrat glomérulaire, donc le glomérule, il laisse passer les petites molécules et parmi ces petites molécules, il y a le glucose. Donc c'est normal qu'on ait du glucose dans les urines, mais normalement ce glucose, il est censé être réabsorbé au niveau du tubule. Le tubule, il peut être un peu débordé quand il a trop d'apport. Donc ça, c'est quand il y a une hyperglycémie. Donc il y en a trop qui arrive et il est dépassé. Du coup, il est obligé de l'évacuer. Mais si c'est pas le cas, s'il n'y a pas d'hyperglycémie et qu'on a quand même une glucosurie, c'est pas le glomérule qui déconne, puisque le glomérule, c'est normal qu'il laisse passer le glucose. C'est le tubule qui n'a pas fait son travail de réabsorption du glucose. Une grande cause de tubulopathie septicien, ce sera une leptospirose. Donc, une azothémie avec une glucosurie doit fortement nous évoquer une lepto. La protéinurie, donc la première étape, la question à se poser, ce sera sa magnitude. Est-ce que c'est des traces de protéines ou est-ce qu'il y a trois croix de protéines? Ce ne sera pas le même. Ça va moduler un peu la suite de notre réflexion. On va le mettre en lumière aussi toujours par rapport à la densité urinaire, que des traces de protéines dans des urines qui sont concentrées, on pourra éventuellement considérer ça comme normal. Par contre, même une croix de protéines avec une densité à 1,015, on considérera ça trop élevé. Est-ce qu'il y a du sang? Donc, est-ce que notre plage blood HBB est positive? Est-ce qu'on a fait des prélèvements par cytosynthèse? En gros, des protéines, ça peut venir simplement de cellules. Et en cas d'hématurie, du coup, on a le sang lié à l'hémoglobine dans les globules rouges. Donc, on peut avoir simplement une protéinurie liée à l'hématurie. Mais dans ces cas-là, elle sera généralement assez limitée. Mais voilà, faut mettre ces deux éléments doivent nous aider à interpréter du coup notre protéinurie. Si on considère que notre protéinurie est anormale, on va essayer d'en déterminer l'origine, à savoir une protéinurie pré-rénale, rénale ou post-rénale. Une protéinurie pré-rénale, donc on va commencer d'abord par exclure le pré-rénal et le post-rénal avant de conclure à une protéinurie d'origine rénale. Donc protéinurie d'origine rénale, ça veut dire soit que le glomérule laisse passer des protéines qu'il ne doit pas laisser passer. Comme on a dit, le glomérule, il est censé laisser passer juste des petites molécules et notamment des acides aminés. Par contre, s'il laisse passer des grosses protéines, là, c'est pas normal, donc c'est que le glomérule déconne. Le tubule aussi peut déconner et pas réussir à réabsorber les acides aminés, les petites protéines. Donc, on peut aussi avoir une tubulopathie avec une protéinurie d'origine rénale. Donc, la protéinurie d'origine rénale, on la suspectera, on la recherchera après avoir exclu l'origine pré-rénale et post-rénale. Le pré-rénal, ça va être en cas d'hyperglobulinémie. Donc, dans ces cas-là, on va regarder notre BIOS tout simplement et notre valeur de globuline. Ça va être des cas, par exemple, de PIF. On peut éventuellement avoir une protéinurie d'origine pré-rénale avec une hyperglobe importante.
Et ensuite, les autres causes de protéinurie d'origine prérénale, ce sera la myoglobinémie et l'hémoglobinémie. Donc, nous, en pratique, on n'a pas de moyen de faire la différence entre les deux. Par contre, on peut s'aider de l'aspect du plasma. Donc, on centrifuge notre tube, soit du sérum, enfin, soit un tube sec, soit un tube épargné, et on regarde notre plasma. Est-ce que le plasma est coloré ou pas? Et dans ce cas-là, on va suspecter une myoglobinémie ou une hémoglobinémie. Donc ça, c'est pour le pré-rénal. Si on a exclu ces deux causes-là, donc si on centrifuge et que notre sérum plasma est clair, et si on n'a pas d'hyperglobe, c'est pas a priori une origine pré-rénale. Et ensuite, du coup, le post-rénal, en gros, ça va être tout ce qui va être à l'origine de la présence de cellules enfin, dans les urines. Donc, ça peut être une infection, une inflammation ou un saignement qui survient après le rein, donc soit uretère, vessie, urètre, prostate, vagin. Donc, une urétérite, une cystite, une prostatite, enfin, ou éventuellement sur aussi des tumeurs. Généralement, on aura aussi un côté inflammatoire qui va intervenir. Donc, avant de conclure que la protéinurie est d'origine rénale, on va regarder notre cytologie urinaire. Si on a exclu du coup une protéinurie d'origine prérénale et post-rénale, on va du coup plutôt plus s'intéresser au rein. Et dans ces cas-là, c'est intéressant de faire un RPCU. Mais pour faire un RPCU, il faut vraiment avoir exclu l'origine post-rénale. Sinon, on peut avoir un RPCU à 1,5 enfin, voilà, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, le RPCU nous permettra ensuite de faire la dichotomie entre plutôt glomérulaire, plutôt tubulaire. Après, là, c'est plus poussé comme exploration, c'est pas forcément quelque chose qu'on va faire en urgence, quoique ça peut être intéressant pour des subpilétaux. Leucocyturie, globalement, on la regarde pas trop. Le monde interprétable, c'est ça, donc c'est ça, on la regarde pas du tout. Et c'est ça, c'est très peu sensible. Donc, l'absence de leucocyturie, si le carré leucocyte est négatif, on ne pourra pas dire qu'il n'y a pas d'infection ou d'inflammation urinaire. Par contre, s'il est positif, c'est vrai que là, on aura tendance à se dire qu'il y a probablement une inflammation, urinaire. Donc, on va toujours s'intéresser à la cytologie. Désolée, je suis un peu en retard. On va toujours et regarder la cyto pour rechercher la présence du coup de cellules inflammatoires et infirmer, confirmer ou simplement rechercher cette inflammation-là. Enfin, le culot urinaire, qui globalement, en théorie, fait toujours partie de l'analyse d'urine. Quand on fait une analyse d'urine relativement complète, normalement, on inclut toujours une cytologie urinaire parce que tout peut être normal aux examens précédents, notamment par exemple dans le cas de cristallerie, si l'animal a des calculs. Donc, il peut avoir une cristallerie sans avoir de calcul. Mais on peut avoir tout le reste de l'analyse qui est normal et uniquement notre culot qui sera normal. Pareil, si on a une infection urinaire, alors souvent on aura quand même une protéinurie. Mais voilà, généralement, c'est vrai que ça fait normalement partie de l'examen de routine avec le reste de l'analyse d'urine. Euh, Souvent, c'est vrai qu'en urgence et en DOM, bah, du coup, vous n'avez pas la possibilité de le faire. Mais on peut être assez limité au niveau du temps et des ressources qu'on a. Donc, je pense qu'il y a des cas sur lesquels on peut s'en passer. Je pense qu'il y en a d'autres où c'est vraiment indiqué où on peut pas s'en passer. Donc, c'est dans le cas de suspicion d'infection urinaire, de prostatite. Euh, les explorations d'une obstruction urinaire basse, donc pour rechercher la présence de cristaux ou de blocs de cellules ou autres. L'exploration d'une insuffisance rénale. On va rechercher des signes de souffrance rénale, on va rechercher différentes choses. On va rechercher une pyélonéphrite, encore une fois, des calculs ou autres. Toute anomalie à une sans cause identifiée, puisque du coup, c'est dans le complément de l'analyse de base. Soit on peut faire l'étalement en extemporané ou après centrifugation. Moi, j'ai toujours tendance à faire après centrifugation pour pouvoir concentrer les cellules et
enfin, pour pouvoir tout concentrer. Et je trouve que c'est plus facilement interprétable. Mais c'est vrai que des fois, l'extemporané en particulier, pour pouvoir s'affranchir du paramètre, est-ce que la présence de cristaux, c'est lié simplement au fait que mon prélèvement est attendu, il est centrifugé, etc. L'extemporané peut être intéressant du coup par rapport aux cristaux. Mais sinon, après centrifugation, donc on remplit notre tube, on centrifuge à faible vitesse puisqu'on veut éviter de diviser nos cellules. Moi, j'ai tendance à faire du 5 minutes, tour minute pendant 10 minutes. Et ensuite, je fais un étalement entre lamelle et des étalements colorés. L'étalement entre lamelle va nous permettre de rechercher des cylindres et des cristaux. Donc généralement sur sur une cyto-urinaire normale et sur un animal normal, on va avoir une cyto assez peu excitante. On peut voir éventuellement quelques petits trucs comme ça. Donc ça, c'est des cylindres hyalins en quantité en quantité raisonnable, c'est normal. Éventuellement, on peut aussi avoir des gouttelettes qui seront normales et on peut avoir des cellules épithéliales où ce sera normal. Donc ça, c'est des cylindres hyalins. Globalement, c'est des cylindres assez lisses, relativement transparents, qu'on peut voir sur notre cyto entre l'âme et la mer. Les cylindres qui ne sont pas normaux, ce sera les cylindres granuleux. Ça, c'est toujours anormal. Donc, on voit, ils n'ont pas du tout le même aspect que les cylindres hyalins. Ils sont granuleux. On voit des petits trucs dedans. Ça veut simplement dire que le rein souffre. Donc, ça, c'est une souffrance rénale non spécifique. Et en particulier, par exemple, alors, je ne sais pas si certains d'entre vous l'utilisent, mais dans le cas où on utilise la gentamicine, on va avoir tendance à checker tous les jours l'analyse d'urine pour vérifier que c'est pas un début de cylindrerie, puisque la gentamicine peut entraîner une souffrance rénale et que le premier signe avant l'azotémie, ce sera une cylindrerie. Euh, ok, pardon. D'autres cristaux, si j'avais mis un autre. Ah oui, pardon. Donc les cristaux, j'ai fait un amalgame, désolé. Derrière, il y a des biurates d'ammonium qu'on pourra trouver dans le ketchup, par exemple, ou chez les dalmatiens. Là, ben, mince, on voit pas trop, c'est des cristaux d'oxalate de calcium monohydraté qu'on peut trouver dans le cas d'un tox à l'éthylène glycol, et puis après les strulites standards. La lame, donc après coloration, qui sera en particulier intéressante donc pour aller regarder les cellules un peu plus en détail et pour rechercher des signes d'inflammation, d'infection urinaire. Donc pour mettre en évidence une infection urinaire, on va rechercher des signes d'inflammation, donc des neutrophiles comme ici qui sont particulièrement pluripigmentés. Quand on voit qu'ils sont très réactionnels, il y a aussi des macrophages et on voit des figures de phagocytose. Là, comme ici, on voit vraiment des bacilles dans la cellule. Donc ça signe une infection urinaire active. On peut avoir dans certains cas, en particulier, c'est des animaux type Cushing, des infections, enfin des bactériuries non symptomatiques. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment réussir à faire la part des choses. Est-ce que cette bactériurie, est-ce que la présence de ces bactéries est à l'origine de signes cliniques ou pas? Puisque c'est pas recommandé maintenant de traiter des animaux qui souffrent de bactériurie non symptomatiques. Donc tous les Cushing, les diabètes qui ont assez fréquemment une bactériurie, qui ne sont pas symptomatiques, on ne va pas la traiter. Donc voilà, vraiment bien être capable de reconnaître, en plus de reconnaître les bactéries, vérifier qu'il y ait des figures de phagocytose. Et c'est en ça que c'est vraiment plus confortable d'avoir une cyto propre avec un prélèvement qui est fait par cytosynthèse. C'est plus facilement interprétable parce que sinon, sur un prélèvement en fricase, on peut avoir beaucoup de globules blancs, on ne saura pas trop quoi dire. Sur la lame colorée, parfois on peut aussi voir éventuellement des signes de saignement. Donc on va avoir des globules rouges. C'est pas là, je pense qu'il y en a un ici. Sur celle-ci, non, c'est que des blancs. Ouais, là, je pense qu'il y a juste un globule rouge ici. Donc des signes d'hématurie.
Et on pourra voir éventuellement des cellules anormales avec des cellules tumorales éventuellement. Hop, voilà. Désolée, j'ai pas fait de take-home message, mais en tout cas, le message moi, que je voulais faire passer, c'est que l'analyse d'urine, c'est quand même un examen qui est facilement réalisable au chevet du patient, avec lequel on peut avoir des informations précieuses et vraiment intéressantes pour la suite de la prise en charge, en particulier donc, sur des animaux azothémiques tout simplement, mais aussi pour rechercher l'origine de leur signe clinique. Donc, je pense que c'est un examen qui est vraiment pas à négliger. C'est aussi pas très cher pour les propriétaires, donc c'est bien de pouvoir le faire dès que c'est indiqué ou pour compléter l'exploration de la clinique d'un animal. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, moi j'ai encore une question. La plage pH, c'est pas. Moi j'ai du mal à l'interpréter. Je sais pas quoi en faire sur la bandelette. Ah oui, j'en ai même pas parlé. Moi, j'ai tendance à du coup l'interpréter juste quand j'ai une cristallerie et une TU, savoir si ça a éventuellement favorisé du coup le développement de la cristallerie et peut-être des calculs. C'est dans ce cadre-là que je pense que c'est intéressant. Après, c'est vrai que assez souvent, ça sort un peu du cadre de l'urgence. Mais ouais, c'est dans ce contexte-là. Après, il y en a d'autres sur les acidotes tubulaires. Enfin, il y a d'autres cas, je pense, un peu plus particuliers où ça peut être intéressant. Mais sinon, je pense que la règle générale, ça va être sur des chiens qui ont des calculs. C'est important du coup de le mettre en lumière par rapport à leur Mhm. valeur de pH. Et tu confirmes bien que quand on a que la bandelette, faire la distinction hématurie, hémoglobinurie, myoglobinurie, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas une plage où il y a des points. Et en fait, quand ça fait des points, que ça fait pas une plage pleine, je crois qu'il dit sur la bandelette, bon, qui reste pour l'humaine, il me semble, peut-être, que c'est du coup, alors je sais plus si c'est une hématurie ou il me semble que. Ouais, alors il y a ça. Moi, j'avoue que je regarde pas. Je suis toujours partie du principe que c'était pas interprétable. C'est vrai que je sais pas si c'est pas interprétable parce que c'est des bandelettes humaines et que du coup nous on utilise chez des animaux. Mais en tout cas, enfin là j'essaie de repenser à des cas où enfin que ce soit des hématuries, j'avais pas de points et des cas où c'était une hémoglobinurie et j'avais pas de points non plus. Donc bon après c'est juste mon expérience personnelle donc c'est pas très Oui. fiable, c'est pas forcément une étude ou autre. J'essaierai de regarder, si tu veux, pour savoir si on peut faire confiance à cette plage. Je pense pas. Moi, en tout cas, je pars du principe. Je regarde vraiment juste la coloration et le degré de coloration et je grade comme ça. D'accord, merci. Pas d'autres questions? Ou pas forcément des questions, mais si vous avez des choses à ajouter, des choses que vous faites différemment aussi, peut-être, n'hésitez pas à partager. Sinon, Calypso, je ne sais pas si tu es là. Je suis là. Merci beaucoup pour ta Ok. présentation, c'était top. Ben, avec plaisir. Ça va, j'ai pas trop dépassé. Je pensais que j'étais en retard, mais j'ai accéléré à la fin, donc ça va. J'espère que j'ai Ah, retenu personne. je vois qu'Elodie avait mis son micro, je ne sais pas s'il y avait une question. Bon, a priori, non. Ok. Bah, merci beaucoup pour ta présentation et puis bonne journée à tout le monde. Bon courage à ceux qui bossent. Merci Bonne journée à beaucoup, bonne tous. journée. Merci Merci, beaucoup. au Bonne revoir. journée, merci.